Voilà, il est 18 heures. Merci de votre présence, Robert. Merci tout le monde. Euh, Il y a peu de spectateurs ce soir. Trois de qualité, Monsieur Rinaudot, Madame Trojani et Madame Trojani, Monsieur Poupard, les représentants de l'administration, Mesdames, Messieurs les élus, soyez les bienvenus. Nous allons, pour commencer, procéder à l'appel. Maître André Bézina. Madame Catherine Baraja donne procuration à Madame Joëlle Bravetti, Monsieur Jean-Louis Baucher, Madame Joëlle Bravetti, Monsieur Jean-Louis Zambernardi est absent, excusé, Maître Juliana Chichmanian, Monsieur Robert Bojanovic, Madame Monica Logier, Monsieur Charlie Rigucci, Monsieur Richard Comte, Madame Gisèle Amédéo Pasqui, Madame Claudine Cockloff, Madame Nicole Piefort, Monsieur José Cosentino, Madame Patricia Bonifaci, Madame Patricia Degus, Monsieur Robert Capelier, Madame Sonia Porte va sûrement arriver. Non. Elle est où, Sonia? Elle n'est pas là? Ah, Madame Sonia Porte donne procuration à Madame Joëlle Bravetti, Monsieur Marco Fugaro, Monsieur Régis Belli, Monsieur Johan Guigaud me donne procuration, Maître Eva Scolari, Madame Caroline Beuil, Monsieur Xavier Lagache donne procuration à Madame Caroline Beuil, Madame Gisèle Marchessou, Monsieur Frédéric Ledeux, il arrive? Très bien. Maître Alain Curti donne procuration à Madame Caroline Beuil et Monsieur Franck Marza est parmi nous. Bien. Nous désignons donc comme secrétaire de séance Maître Eva Scolari, la plus jeune d'entre nous. Je vous demande, mes chers collègues, d'adopter le procès-verbal du conseil municipal du 8 février. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce procès-verbal? Pas de remarques, il est donc adopté, en sachant que le procès-verbal du conseil municipal du 14 mars sera adopté lors d'une prochaine séance. Nous allons tout de suite démarrer par une question écrite que m'a posée Maître Alain Curti. Maître Alain Curti n'étant pas là, je vous propose de lire sa question. Cette question écrite m'est adressée le 22 mars 2022. Monsieur le maire, à l'occasion du débat d'orientation budgétaire tenu lors du conseil municipal du 14 mars dernier, vous avez déploré l'abandon du projet de thalassothérapie, confirmant les propos que vous aviez tenus lors de votre interview parue dans le journal Nice Matin. Nous pensons qu'une telle décision aurait mérité de faire l'objet d'une information du conseil municipal préalablement à toute parution médiatique, mais peut-être avez-vous l'intention de nous donner de plus amples détails lors du vote du budget. C'est la raison pour laquelle nous souhaiterions que vous nous apportiez des réponses aux questions que nous nous posons. Après relecture du compromis de vente que vous avez signé, ainsi que des 2 avenants successifs, pouvez-vous nous dire si l'une des conditions suspensives prévues au profit de l'acquéreur n'a pas été levée avant l'échéance du dernier avenant, soit le 31 décembre 2021 ? Si toutes les conditions suspensives ont été levées, quel a été le motif de la non-réalisation de la vente? Et dans la mesure où la commune pourrait prétendre à l'attribution de l'indemnité d'immobilisation, dans quelle mesure la commune pourrait-elle prétendre à l'attribution de l'indemnité d'immobilisation contractuellement prévue? Nous vous remercions par avance des réponses que vous pourrez nous apporter. Et dans l'attente, nous prions d'agréer, etc., etc. Donc je vous lis la réponse. Monsieur le conseiller municipal, vous m'interrogez sur le point de savoir si l'une des conditions suspensives prévues à la promesse synagmatique de vente n'a pas été levée au 31 décembre 2021. Je vous confirme, effectivement, que la clause suspensive suivante n'a pas été levée. Il s'agissait de la clause de signature avec l'Observatoire océanologique de Villefranche d'un procès-verbal de mise à disposition de la canalisation de pompage précédemment exploitée par l'Observatoire océanologique en état de fonctionnement et débranchée des installations de l'Observatoire océanologique. Compte tenu que cette condition suspensive n'était pas levée,
La promesse était de fait caduque au 31 décembre 2021 et les parties ne pouvaient prétendre à aucune indemnité, ni d'un côté ni de l'autre, ce que nous a confirmé le notaire de la commune et rédacteur de l'avenant. Je vous prie d'agréer, monsieur le conseiller municipal, à l'expression de mes sentiments distingués. Voilà. Est-ce qu'il y a des commentaires à cette question ou à cette réponse? Pas de commentaires, merci beaucoup. Nous passons donc à l'examen des points à l'ordre du jour. La première délibération concerne la SMEL. Et il s'agit de l'approbation du tarif de la 2022, des tarifs 2022 de la Régie des mouillages. Mes chers collègues, pas de délibération du 15 novembre 2021. Le conseil municipal a décidé la gestion en régie directe du service des mouillages sous la forme juridique de la régie dotée de la seule autonomie financière. Par délibération du 8 février 2022, le conseil municipal a procédé à l'adoption des statuts de la régie des mouillages et à la désignation des membres du conseil d'exploitation. Dans le cadre de l'exploitation du service, le conseil municipal est amené à délibérer sur la fixation des tarifs des mouillages pour l'année 2022, dont la grille tarifaire était jointe en annexe de l'ordre du jour. Il s'agit de tarifs annuels et de tarifs journaliers. Pour le tarif annuel, les bateaux de moins de 8 mètres devront s'acquitter d'un tarif de 1 691,40 € par an. Les bateaux de moins de 10 mètres devront s'acquitter d'une somme de 2 881,20 € par an. Les bateaux de moins de 12 mètres d'une somme de 4 302,60 € par an. Et les bateaux de moins de 16 mètres d'une somme de 7 029 €. Pour le tarif journalier, du 1er mai au 30 septembre, les bateaux de moins de 8 mètres devront s'acquitter d'une somme de 24 € par jour, les bateaux de moins de 10 mètres de 36 € par jour et les bateaux de moins de 12 mètres de 48 € par jour. Je vous précise que conformément aux dispositions du CGCT et au statut de la régie, le conseil d'exploitation s'est réuni le 28 mars 2022 et a adopté la grille tarifaire précitée. Je vous rappelle que les membres de ce conseil d'exploitation sont M. Jean-Louis Baucher, M. Marco Fugaro, M. Alain Curti, qui a accepté le poste de vice-président de ce conseil d'exploitation, et moi-même. Je vous demande... Oui, et M. Nicolas Plumion, qui est le chef pilote du port de Nice, au titre de personne compétente. Je vous demande donc de bien vouloir adopter la grille tarifaire 2022 de la régie des mouillages. Madame Beuil, vous avez la parole. Merci. Tout d'abord, je tenais à vous remercier d'avoir nommé effectivement M. Alain Curti en tant que vice-président. Ça prouve la possibilité de travail constructif. Ceci étant, alors c'est juste une information, je pense, et un ratage peut-être administratif, nous soulignons que l'arrêté intrapréfectoral du 20 décembre 2020, il me semble signifier qu'à la période du 1er octobre jusqu'au 30 avril, il devait y avoir un démontage des ancrages, des mouillages. Et donc, là, je vois apparaître un tarif. J'aurais aimé des explications. Oui, je vous les donne. Les 15 bouées de passage qui sont donc à l'évitage, qui sont devant les bouées de la bande des 300 mètres, réservées à la baignade. Ces 15 bouées seront enlevées en hiver. Donc elles ne seront accessibles que du 1er mai au 30 septembre. Ce tarif hivernal pour le passage, c'est pour les bouées permanentes qui seraient libérées par leurs locataires. Si vous avez une bouée, la bouée numéro 12 par exemple, dont le locataire s'en va pendant 3 semaines, on peut mettre cette bouée à la location pour le passage même en hiver. C'est pour ça qu'on a un tarif hivernal.
Et donc, lors des recettes, vous les avez quantifiées comment? Saisonnières, annuelles? Non, elles sont sur le passage. Saisonnières, tout à fait. Très bien. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je voulais juste dire que c'est pas parce que il y a l'opposition au poste de vice-président qu'on fait du travail constructif. On fait du travail constructif tous les jours à la mairie de Villefranche. Et si l'opposition souhaite y participer, on en est très heureux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Donc pour ce tarif d'émouillage, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'opposition s'abstient, hein, c'est bien ça? Maître Alain Curti aussi, hein? D'accord, très bien. Donc qui est pour? Merci beaucoup. Donc votre abstention rentre dans le cadre du travail constructif, hein, c'est bien ça, Caroline? Merci beaucoup. Non, sinon vous auriez voté contre, j'ai bien compris. Donc le point numéro 2, il s'agit... Monsieur Le Deux arrive. Bonjour Monsieur Le Deux. Point numéro 2, il s'agit de l'adoption du règlement intérieur de la régie des mouillages. Mes chers collègues, par arrêté interpréfectoraux numéro 263-2020 et 264-2020 du 23 décembre 2020, l'État a autorisé la commune à aménager, organiser et gérer la zone de mouillage et d'équipement léger de la rade de Villefranche-sur-Mer et à assurer la police des mouillages. Par délibération du 15 novembre 2021, le conseil municipal a décidé la gestion en régie directe du service des mouillages sous la forme juridique de la régie dotée de la seule autonomie financière. Par délibération du 8 février 2022, le conseil municipal a procédé à l'adoption des statuts de la régie des mouillages et à la désignation des membres du conseil d'exploitation. Conformément aux dispositions du CGCT et au statut de la régie, le conseil d'exploitation s'est réuni le 28 mars 2022 en vue d'approuver les projets de règlement intérieur de la zone de mouillage, de contrat d'attribution des postes d'amarrage, ainsi que le budget primitif 2022 de la régie et les tarifs des mouillages. Le projet de règlement intérieur de la régie des mouillages a été adopté par le conseil d'exploitation. Je vous demande de bien vouloir approuver le règlement intérieur qui était joint en annexe de l'ordre du jour, dont l'objet est de fixer les règles applicables aux usagers de la zone de mouillage. Le règlement intérieur, signé par les usagers, sera annexé au contrat d'attribution du poste d'amarrage. Est-ce qu'il y a des remarques à ce sujet? Madame Beuil. Depuis le mois de décembre, nous savons qu'il n'y aura plus finalement 60 mouillages, mais 52. Nous demandons à ce qu'il soit définitivement inscrit 52 mouillages sur tous les documents, car nous espérons que l'erreur ne soit pas notifiée et ne se transforme pas véritablement, entre guillemets, en un problème juridique. C'était tout simplement. Très bien, merci pour votre remarque. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Pas d'autres remarques. Donc, à propos de l'adoption du règlement intérieur de la régie des mouillages, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci beaucoup. Le troisième point concerne l'adoption du contrat d'attribution du poste d'amarrage. Dans le prolongement de l'adoption du règlement intérieur des mouillages, je vous propose de bien vouloir approuver le projet de contrat d'attribution d'un poste d'amarrage qui était joint en annexe à l'ordre du jour et qui a été adopté par le conseil d'exploitation de la SMEL le 28 mars 2022. À propos de ce contrat d'attribution, est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques, merci beaucoup. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci pour votre unanimité. Nous passons maintenant au point numéro 4. Il s'agit du rapport annuel de la métropole Nice-Côte d'Azur sur son activité et sur le développement durable. Mes chers collègues, conformément à l'article L5211-39 du CGCT, le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique. Nous vous avons donc joint le rapport d'activité de la métropole Nice-Côte d'Azur
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 en annexe à l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des questions sur ce volumineux document qui est ici? Il n'y a pas de questions. Si vous le parcourez, vous verrez que la métropole lutte contre le changement climatique, préserve la biodiversité, les ressources et les milieux, fait la promotion de la cohésion sociale et de la solidarité entre les territoires de la métropole et entre les générations, améliore la qualité de vie et l'épanouissement des êtres humains et permet une production et une consommation responsable. Nous avons eu des faits marquants, bien entendu le Covid-19, mais aussi la tempête Alex, le 3 octobre 2020. Nous avons une administration métropolitaine, 4213 postes permanents, 1548 femmes, 2665 hommes. Nous avons une métropole responsable et solidaire pour les ressources financières, avec un budget de la métropole à 1,3 million d'euros. Nous avons des financements extérieurs, une commande publique équilibrée, l'exploitation et l'entretien du réseau routier, ce qui est un enjeu majeur à Villefranche-sur-Mer, en particulier pour le parking sous le stade, dont vous avez bien tous compris qu'il est inscrit officiellement au plan pluriannuel d'investissement métropolitain pour la période 2023-2026. Un réseau d'eau et d'assainissement, un éclairage public, la lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité, en particulier en rade de Villefranche, la maîtrise des risques, la lutte contre le bruit. Nous aurons bientôt des radars pédagogiques anti-bruit à Villefranche-sur-Mer, la mesure de la pollution, la maîtrise des déchets et des collectes. On peut dire que la collecte des déchets, ça marche très bien à la métropole Nice-Côte d'Azur. Vous connaissez tous les exemples d'autres métropoles où ça marche moins bien. Un développement économique et en particulier une production de logements qui reste à améliorer. L'insertion professionnelle. Et enfin, l'innovation et la ville intelligente. Vous savez que nous avons un projet d'installation de start-up d'intelligence artificielle à Villefranche-sur-Mer. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Monsieur Le Deux, vous avez la parole. Je ne sais pas si voilà, c'est bon, ça fonctionne. Sur des agissements qu'il y aurait, alors vous n'êtes absolument pas au courant, je suppose, c'est juste une remarque que je vous fais et peut-être une alerte que je donne, sur des agissements manifestement contre l'environnement dans le Vallon Saint-Michel, où on assiste sur des parcelles certes qui sont privées à des terrassements et on pourrait presque dire de la déforestation. Donc j'ai alerté, j'ai envoyé des photos à Madame Piéfort. Et donc voilà, je voulais juste, par rapport à cet objet dans le conseil municipal, le rappeler et que ce soit vraiment clair et que vous puissiez en prendre connaissance, parce qu'on assiste vraiment à des gros problèmes dans cette zone qui est une zone naturelle, où il y a une biodiversité qui doit être maintenue. On n'a plus beaucoup de forêts vierges à Villefranche, et c'est un des derniers endroits où on a vraiment cette forêt qui est d'ailleurs où il y a un cours d'eau au fond, il y a une petite rivière. C'est vraiment un endroit où c'est très agréable de se promener. Mais malheureusement, on a le groupe Veolia sur un terrain privé. On a vraiment des engins de terrassement qui agissent la nuit. Et on a des arbres qui sont arrachés, tués, et comme une route qui est en train d'être créée. Donc je vais juste vous alerter sur ce sujet. Et j'espère que vous pourrez en prendre connaissance et juger par vous-même de ce qui se passe dans le Vallon Saint-Michel. Madame Piéfort est au courant de tout et des parcelles concernées. Très bien, merci pour cette remarque, Monsieur Le Deux. Je vous rappelle quand même que plus de 50% du territoire communal de Villefranche-sur-Mer est arboré et non construit. Et que nous accentuons ce phénomène par la charte de l'arbre,
Nous sommes la deuxième ville à avoir adopté une charte de l'arbre. Donc effectivement, votre remarque est importante et Nicole est particulièrement vigilante sur l'environnement urbain de la commune. Merci beaucoup. Oui, on a compris, c'est une zone naturelle. Là, vous êtes très bien exprimé, monsieur Ledeux, j'ai parfaitement compris. Nicole, oui. Passez un micro à Nicole, s'il vous plaît. Mes chers collègues, j'ai bien reçu effectivement 2 mails de monsieur Ledeux me faisant un signalement de ces problématiques sur ce terrain. Nous avons un agent à la mairie de Villefranche qui s'est rendu sur place le 29 mars dernier et il a pu constater effectivement qu'il y avait des mouvements de terrain et ce signalement nous a permis de mettre un petit peu de lumière sur ces projets. Nous sommes effectivement en zone naturelle protégée des espaces littoraux de loi littorale, et en zone naturelle protégée sur la commune. C'est une très 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 longue histoire puisque c'est la société Veolia qui gère ces problèmes et l'enquête de proximité a été réalisée. Si monsieur Ledeux le souhaite, je me tiens à sa disposition pour lui rendre des informations sur ces problématiques. C'est-à-dire, Nicole, c'est une très vieille histoire qui a commencé quand ? Qui a commencé il y a à peu près 5-6 ans, peut-être un peu plus, à savoir que je peux vous lire le rapport de notre agence si vous le souhaitez. Le propriétaire, donc, qui ne parlait pas français, est venu sur place. Bon, il y a eu des travaux de terrassement qui ont été effectués sur la plateforme existante, mais il y a eu un contentieux pénal qui a été délivré par la DDTM avec un rapport de la police environnementale. Mais malheureusement, ce jugement a été classé sans suite par le tribunal judiciaire. Là, aujourd'hui, ce que vous voyez, c'est une remise en état de tout l'ensemble, d'après ce que mon agent m'a dit. Et donc, c'est la société Rocco Les Vallières qui est locataire aujourd'hui et qui est en train de remettre en état cet espace. Ce qu'on sait, et ce qu'il m'a rajouté, c'est qu'il y avait eu des décharges sauvages qui avaient été initiées depuis une bonne dizaine d'années. Oui, déjà sous Rocco. Oui, monsieur Ledeux, c'est un problème qui a commencé très exactement en 2011. Oui. C'est pour ça que je suis allé voir ma directrice générale des services. C'est pour qu'elle me remette en mémoire le début du problème. Et non, j'ai compris. Je ne dis pas qu'on est contre, mais moi, j'aime bien refaire l'histoire du début. Parce que le début, c'était en 2011. Et effectivement, il y a eu en 2011 un certain nombre d'agissements qui ont été tolérés. Je vous le dis. Aujourd'hui, ces agissements ne sont plus tolérés, mais effectivement, c'est assez compliqué à régler. On a un très très gros dossier que me remet en mémoire ma directrice générale des services, qui est consultable, tout à fait. En fait, les conclusions, si vous voulez, aujourd'hui, c'est que cette revégétalisation, les travaux que vous avez vus de revégétalisation de la zone, si vous voulez, c'est pour remettre en état tout cet espace. Oui, mais pour l'agent est allé sur place. Il faut planter. Alors, je suis d'accord avec vous, mais il y a d'abord un terrassement à réaliser, puisqu'il y a des déchets à enlever. Les terrassements doivent faire l'objet normalement de demandes en mairie déjà, si vous n'étiez pas au courant. On ne va pas débattre aujourd'hui peut-être sur le sujet. Moi, je me tiens à votre disposition pour en reparler si vous voulez. Mais bien sûr, mais c'est important. On parle d'environnement, on parle d'arbres, on parle de terrassement comme si c'était complètement normal. Moi, je vous informe parce que vous n'habitez pas là-haut, vous ne pouvez pas savoir. Monsieur Ledeux, excusez-moi, non, attendez, je vous arrête tout de suite. D'abord, on ne va pas faire le procès du truc aujourd'hui. Je ne fais pas de procès. Non, mais je vous le dis, attendez, laissez-moi maintenant. Vous avez parlé, c'est bon. Écoutez-moi. Je vous dis, on a un dossier comme ça, qui remonte à 11 ans. 2, l'affaire elle a été jugée, on s'en est occupé, on est parfaitement au courant. Donc vous pouvez intervenir
Mais il y a des trucs qu'on ne peut pas vous laisser dire. On ne peut pas vous laisser dire qu'on n'est pas au courant. Vous ne m'informez pas, on est parfaitement au courant. Je vous remercie de nous le signaler de nouveau. Si ça reprend, je vous le dis, c'est tout. Oui, on a compris. C'est très bien. Donc, je vous demande de prendre acte. Non, il n'y a pas de vote. C'est une information sur les actions de la métropole. Bien, merci beaucoup. Nous passons au point numéro 5. Il s'agit de la création du poste de directeur de la régie du mouillage et de la fixation de sa rémunération. Maître Bézina. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Création du poste de directeur de la régie des mouillages et fixation de la rémunération. Par délibération du 8 février 2022, le conseil municipal a adopté les statuts de la régie des mouillages qui prévoient en son article 8 que le directeur est désigné par délibération du conseil municipal sur proposition du maire. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Le directeur est nommé par le maire dans le respect des règles d'incompatibilité fixées à l'article R 2221-11 du Code général des collectivités territoriales. Le directeur assure le fonctionnement de la régie et à cet effet prépare le budget, procède sous l'autorité du maire aux ventes et aux achats courants dans les conditions fixées par les statuts, procède au relevé provisoire des résultats d'exploitation. En vue du recrutement de cet agent public, la commune a fait paraître une offre d'emploi sur la plateforme Emploi public. 5 candidatures ont été reçues, dont 2 émanant de fonctionnaires. À l'issue de leur examen et des entretiens préalables, le choix s'est porté sur un candidat ayant une solide expérience dans le domaine portuaire. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article R 2221-113 du CGCT, il revient au conseil municipal de fixer la rémunération du directeur sur proposition du maire et après avis du conseil d'exploitation. Vu les dispositions du CGCT, vu l'avis du conseil d'exploitation de la régie des mouillages du 28 mars 2022, sur proposition du maire, il sera demandé au conseil municipal d'autoriser la création du poste de directeur de la régie des mouillages, de procéder à la désignation du directeur agent de droit public, de fixer le salaire du directeur par référence au grade de technicien territorial principal première classe, indice brut 684, indice majoré 569. Le directeur pourra bénéficier de l'indemnité de résidence, du supplément familial si sa situation y ouvre droit et des primes ou indemnités prévues par un texte législatif ou réglementaire. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, monsieur le maire. Ou Maître Bézina, nous passons au point suivant. Il s'agit du séjour en classe verte à Val-de-Blore, Madame Joëlle Bravetti. Bien, merci Monsieur le maire. La directrice de l'école maternelle Les Magnolias a sollicité la commune pour le financement du séjour de 21 enfants de classe maternelle de grande section en classe verte au centre de montagne Chalet du Val-de-Blore, quartier Saint-Dalmas à Val-de-Blore, du lundi 30 mai au vendredi 3 juin 2022. Le montant de la participation serait de 8,50 € par jour et par enfant, soit 42,50 € par enfant pour la semaine, plus la totalité des frais pour le personnel encadrant. Je vous propose de prendre en charge cette dépense à laquelle s'ajouteront les frais de transport en autocar, d'un montant d'environ 500 €. Bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Merci beaucoup, Joël. Le point suivant concerne les subventions aux associations pour l'année 2022. Madame Kokloff. Monsieur le maire, mes chers collègues, les propositions de... Attends, Claudie, excuse-moi. Ah, pardon, oui, pardon, excusez-moi, Madame Marcheseau, je vous en prie, excusez-nous. Oui.
Allons-y, Madame Coqueloff. Madame Marchessou se retire car elle est présidente d'association. Monsieur le maire, chers collègues, les propositions de subvention aux associations pour l'année 2022 étaient jointes en annexe de l'ordre du jour. Je vous demande de bien vouloir adopter les subventions qui étaient détaillées dans cet état, dont le montant total s'élève à 186 400 €. Les crédits afférents seront inscrits au budget primitif 2022 à l'article 6574. Bien, merci Claudie. Est-ce qu'il y a des questions sur ces subventions aux associations? Pas de questions? Très bien. On procède au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci beaucoup. Nous passons aux impôts. Alors, Maître Chichmanian, bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle? Vous avez la parole pour les taux d'imposition. Bonne nouvelle, monsieur le maire. Madame Marchessou peut revenir, en effet. Vous m'entendez? Oui. Conformément à l'article 1639A du Code général des impôts, les collectivités territoriales et leurs groupements en fiscalité propre doivent voter les taux d'imposition directe locale avant le 15 avril. Compte tenu de la réforme liée à la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, celle-ci n'est plus perçue depuis 2021 par les communes, mais par l'État, hormis pour la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et les locaux vacants. La disparition du produit fiscal de la taxe d'habitation est compensée pour les communes par le transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties. Ce taux départemental était en 2020 de 10,62%. Nous conserverons bien entendu ce taux. Il est donc proposé au Conseil de reconduire pour 2022 les taux d'imposition communaux appliqués en 2021. Donc le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties restera à 9,65% et le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties 25,53%, correspondant à l'addition des taux communaux et départementaux 2020 de cette taxe. En clair, pas d'augmentation des taux d'imposition. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Le point suivant, il s'agit du vote du budget primitif pour le budget principal, Maître Chichmanian. Merci, monsieur le maire. Je vais essayer de ne pas être trop longue, mais le travail est difficile. Ce projet de budget, c'est l'annexe numéro 6 qui vous a été remise, et la vue d'ensemble est en section de fonctionnement 15 495 000 € et en section d'investissement 12 082 000 €. Ce budget fait suite au débat d'orientation budgétaire et au vote du compte administratif. Il reprend le résultat de clôture 2021, c'est-à-dire 4 251 487 d'excédents, et les restes à réaliser en section d'investissement et l'affectation des résultats. Pour ce qui concerne la section de fonctionnement, les dépenses s'élèvent donc à 15 495 000 € et correspondent à toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement des services communaux. Ce sont les charges à caractère général, les charges de personnel, les autres charges de gestion courante, les charges financières et exceptionnelles, les dotations aux provisions, les dotations aux amortissements. Les dépenses de fonctionnement se répartissent de la façon suivante. Les charges à caractère général, 2 230 000 €. Je reviendrai sur ce point dans un instant. Les charges de personnel et frais assimilés, 6 232 000 €. Les reversements, 550 000 €, dont l'attribution de compensation négative à la métropole, 303 483 €. Prélèvement de la loi SRU, le reversement sur forfait post-stationnement, le fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales, 55 000 €. Ce sont les communes réputées riches, donc nous qui payons pour les moins riches. Les autres charges de gestion courante, 1 491 000 €.
les charges financières 210 000 euros, les charges exceptionnelles, les provisions pour risque, le chiffre n'a pas changé, 50 000 euros, le versement de la section d'investissement, c'est-à-dire l'excédent de l'année dernière, 4 222 000 euros, et les dotations aux amortissements. À ce stade, je ne sais pas si vous avez pu tout lire de cette annexe numéro 6, mais je voudrais faire quand même une ou deux digressions ou précisions. Quand on se réfère au budget de l'année dernière, on s'aperçoit que certains postes ont augmenté, certains ont diminué d'ailleurs, mais certains ont augmenté, on n'a pas toujours mis et expliqué ce dont il s'agissait. Donc je tiens à préciser, par exemple, pour le poste 600, le chapitre 611, les contrats de prestation de services, comme le 6232 d'ailleurs qui est fête et cérémonie, il y a une augmentation importante puisque l'année dernière c'était 185 000 et ça devient 303 000. Pareil pour les fêtes et cérémonies, ou bien les divers de 38 000 à 83 000. Il y a au moins deux causes. La première, c'est qu'à raison du Covid, l'année dernière, nous n'avons pas pu faire toutes les manifestations qui avaient été prévues et donc beaucoup ont été annulées. Et c'est ensuite que cette année, nous avons quand même essayé de mettre l'accent sur la culture et les musées. Et il convient de dire quand même que pendant 4 ou 5 ans, Madame Cervera, conservatrice du musée, est partie. Nos excellents fonctionnaires ont fait du mieux possible, mais nous avons procédé à l'engagement d'une personne spécialisée qui n'est pas encore conservatrice, mais qui le deviendra. Et quand on engage quelqu'un avec des compétences, il faut donner à celle-ci les moyens d'opérer et d'offrir aussi à notre ville des manifestations de qualité, ce qui sera, je l'espère, le cas cette année. Donc, il y a dans ces contrats de prestation de services, par exemple, 52 000 euros de prestation de services pour le service des musées. Ça correspond à l'exposition exceptionnelle qui démarrera le 1er juillet. Et je voudrais aussi signaler, sans vous donner les chiffres, mais à titre documentaire, l'importance de toutes les manifestations que nous faisons à la fois culturelles et parfois plus que culturelles, puisque nous allons avoir cette année les ballets de Monte-Carlo qui vont offrir à Villefranche 2 soirées exceptionnelles et on ne peut pas recevoir les ballets de Monte-Carlo sans faire un minimum d'aménagement. Mais nous avons aussi, je rappelle, beaucoup de manifestations, le combat naval, la Saint-Gras, la Saint-Michel, la fête des Mai, le carnaval des enfants, la rade aux lumières, le concert des Restos du Cœur. Nous avons aussi des manifestations nouvelles, comme le rassemblement des voitures anciennes qui va avoir lieu si nous obtenons toutes les autorisations nécessaires. Des manifestations encore nouvelles comme la Castagnade qui est chère à Madame Bravetti. Et puis, je dirais, les concerts du conservatoire, les concerts des lauréats de Genève, les animations de Noël, etc. Tout ceci chiffre pas mal et font que sur certains postes, nous avons quelques augmentations importantes, mais je me tiens à votre disposition pour en discuter avec vous. D'autres ont baissé, comme les honoraires, par exemple. Non pas que les avocats demandent moins cher, mais aussi parce qu'il y a moins de procès. Et je vous dirai enfin qu'il y a un poste qui s'appelle Indemnité 6531 qui a diminué. Alors, ce sont les indemnités des élus. Non pas que je me fasse du souci pour mon indemnité, mais je me suis renseignée et j'ai appris que dans la discrétion la plus totale, ces indemnités étaient 145 000, elles baissent à 136 000. Dans la discrétion la plus totale, Monsieur le maire a décidé de renoncer à ces indemnités. Bon, je pense qu'il va m'égorger quand il saura que je l'ai dit, mais c'est pas grave, je ne vois pas comment on pourrait empêcher un avocat de parler. Voilà. Les digressions sur ce point sont faites, mais je me tiens à votre disposition pour tenter de vous éclairer s'il y a des postes préoccupants. Je passe maintenant aux recettes de fonctionnement qui s'équilibrent donc à 15 495 000 euros. Et ce sont les dotations de l'État, les impôts, les compensations fiscales, les produits d'exploitation issus des services publics et les subventions. Ces recettes se répartissent ainsi. Les produits des services du domaine et ventes, 865 000 euros. Les impôts et taxes,
10 205 000 euros, dont 7 870 000 d'impôts, de produits fiscaux, et 1,8 million de droits de mutation. Les dotations et participations, les autres produits de gestion courante, 1 070 000 euros, les atténuations de charges, c'est-à-dire les remboursements des salaires, 110 000 euros, les produits financiers, les produits exceptionnels et l'excédent de fonctionnement reporté, 2 676 842,15 euros. En section d'investissement, qui s'élève à 12 082 000 euros, nous dotons les dépenses réelles d'investissement qui regroupent les dépenses d'équipement et les dépenses financières. Pour ce qui concerne les dépenses d'équipement, elles s'élèvent à 7 535 500 euros, auxquels il faut ajouter les restes à réaliser. Elles comprennent essentiellement les opérations qui augmentent le patrimoine de la commune et se répartissent de la façon suivante. Premièrement, les immobilisations incorporelles. Elles représentent 389 000 euros. La différence de 9 000 euros par rapport au projet de budget qui vous a été remis concerne une étude d'aménagement de l'aire de stationnement Saint-Michel qui est transférée au budget annexe des parkings. Cette somme sera reportée au chapitre 27, haute immobilisation financière. Les autres immobilisations incorporelles concernent principalement les opérations suivantes: les études de l'ASMEL, les études pour l'accessibilité des handicapés, études des bâtiments communaux, reconstruction du site internet de la ville qui est vraiment un peu pauvre, la création d'un site informatique et une charte graphique du musée puisque ça n'existait pas, les études de regroupement des écoles, 150 000 euros, et les études du gymnase, 129 000 euros. Il convient d'ajouter les restes à réaliser. Deuxièmement, les subventions d'équipement versées, donc 3 000 euros de subventions pour les façades. Les immobilisations corporelles représentent 472 500 euros et concernent les opérations suivantes: rénovation des espaces arborés, mise aux normes des bâtiments communaux pour 147 000 euros, réfection du chemin de l'Adre, 16 000 euros, acquisition et restauration des œuvres du musée, 35 000 euros, matériel de transport pour les services techniques, 85 000 euros, essentiellement des véhicules puisqu'ils sont très usagés, scooter électrique pour la police, matériel informatique, 69 000 euros, mobilier pour les manifestations, mobilier pour le musée, aménagement des plages et divers, 18 000 euros, outillage divers et un ponton pour les secours de la plage, 10 000 euros. Toujours, on ajoute les restes à réaliser. Quatrièmement et dernier point, qui est peut-être le plus important, ce sont les immobilisations en cours qui représentent 6 662 000 euros et concernent l'ASMEL, la création d'ancrage, le solde pour 640 000 euros, le regroupement des écoles, 400 000 euros, les travaux de la citadelle, c'est la suite, 1 453 000 euros, la réhabilitation du gymnase des Glacis, 3 900 000 euros, des travaux sur les bâtiments communaux, sur le chemin de l'Adre, sur l'amélioration des chaufferies et l'aménagement de la maison France Service pour 50 000 euros. On ajoute toujours les restes à réaliser. Les dépenses financières s'élèvent à 856 445,24 euros, dont le remboursement en capital des emprunts, 856 000 euros, et 445,24 euros de dépôt et caution. Autre immobilisation financière s'élève à 109 000 euros, trésorerie du nouveau budget annexe des mouillages, qu'on verra dans un instant. Les opérations d'ordre d'investissement regroupent les opérations patrimoniales, 520 000 euros. Les recettes d'investissement se composent essentiellement des recettes des participations et subventions, 676 000 euros. Les recettes financières de la FCTVA, 290 000. Les emprunts et dettes assimilés, 2 801 945,24. L'excédent de fonctionnement capitalisé, 1 961 933,36. Ce qui nous permet d'ailleurs de faire, avec ces excédents, des investissements à hauteur, un apport sur les investissements à hauteur de 30% environ. Le virement de la section de fonctionnement, 4 222 000 euros.
les dotations aux amortissements et les opérations patrimoniales, auxquelles s'ajoutent les restes à réaliser. Avant de vous demander d'adopter ce budget, je vous laisse le soin de me poser des questions si vous le souhaitez. Oui, Madame Marchessou. Oui, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les conseillers, j'ai quelques questions concernant le regroupement des écoles. Dans l'annexe 6, page 61, le projet est chiffré à 550 000 €. Donc j'ai bien compris que les frais d'études ont un montant de 150 000 € comptés dans les 550 000 €. Alors j'aurais voulu savoir si le projet est déjà établi, s'il est à l'étude. J'ai plusieurs questions, je vous les pose en même temps. Je voudrais savoir si le projet a été établi et que l'étude a été faite, s'il a été approuvé par les enseignants, la PEV, l'inspection académique, et si un avis a été donné. Je réponds à celui-là ou Monsieur le maire va répondre? Oui, mais sous couvert de Joël Bravetti, le projet a été soumis aux enseignants, en effet. Oui. L'inspection de l'académie a donné son avis. Les études sont en cours. Le projet n'est pas encore totalement finalisé, mais la philosophie du projet, c'est que l'école élémentaire sera dans le bâtiment de l'Eschiaou et l'école maternelle sera dans le bâtiment de l'Orangerie. Oui, c'est voilà. Ce que nous avions bien compris. C'est ce qui va se passer en gros. Alors je voulais savoir si l'opposition peut être associée à ce projet et si nous pouvons consulter les documents concernant ce projet. L'opposition pourra consulter les documents concernant ce projet, bien entendu. C'est des documents qui, dès qu'ils seront accessibles, vous seront soumis sans aucun problème. Très bien, donc nous pourrons savoir à quel moment ils seront accessibles. Bien sûr. Bien sûr. Très bien. Je vous en prie, le calendrier n'est pas encore totalement finalisé. Vous savez que le temps est long, malheureusement, pour ce genre d'études. Mon objectif, c'est de regrouper les deux écoles, l'école maternelle et l'école élémentaire, au sein du bâtiment Joseph Calderoni. Nous avons besoin de 8 salles de classe pour l'élémentaire, qui seront toutes regroupées au niveau de la cour de l'Eschiaou. Et nous avons besoin de 5 salles de classe pour la maternelle, qui sont toutes regroupées dans le bâtiment du haut, au niveau de l'Orangerie. Donc voilà, les études sont en cours. Je souhaite qu'elles soient le moins longues possible et les moins chères possible. Parce que les bureaux d'études et les cabinets de conseil ne donnent pas souvent les meilleurs conseils et coûtent souvent très cher. Et donc, nous faisons en sorte, ma chère Caroline, contrairement à ce que vous avez dit au dernier conseil municipal, qu'il y ait le moins de frais d'études possible à Villefranche-sur-Mer. Je sais que c'est un grand changement et que ce n'est pas le paradigme actuel de nos élites, mais je pense que nous connaissons suffisamment bien l'école de Villefranche pour savoir ce qu'il faut pour les élèves villefranchois. Voilà. Robert Capelier a déjà beaucoup travaillé sur ce sujet. Nicole Piedfort a beaucoup travaillé sur ce sujet. Joël Bravetti. Voilà, on va faire les choses bien, mais on va faire les choses de façon logique. Vous avez, Madame Marchessou, été directrice de l'école élémentaire dans des préfabriqués qui sont restés pendant 30 ans. Je crois qu'il datait de 1967. Voilà. Donc ça fait effectivement 40 ans. 40 ans de préfabriqués. Donc là, nous irons plus vite, et nous ferons mieux. Et à la fin, nous arriverons à regrouper l'ensemble des classes de l'école élémentaire et de l'école maternelle dans le groupe scolaire Joseph Calderoni. Bien entendu, vous serez invité à nous donner votre avis. Je vous remercie et donc nous aimerions vraiment suivre ce projet. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous. Madame Beuil a la parole. Alors ceci étant, pour vous répondre, Monsieur le maire, je suis enchantée
que nous soyons d'accord sur les cabinets de frais d'études. Mais j'aurais une question vraiment, on va dire, très ciblée sur les études qui ont été réalisées au niveau du gymnase pour un montant de 129 000 €. Nous aimerions tout simplement savoir de quoi s'agit-il. Les études en elles-mêmes, sur quoi elles ont porté. Nous avons un petit souci parce que notre adjoint aux travaux n'est pas là. Monsieur Zambernardi est cloué au lit par une sciatique hyperalgique, alors il va se relever, mais là pour l'instant il ne peut pas le faire. Donc voilà, nous avons... Nicole, tu peux répondre ? On peut redonner le micro à Nicole Piedfort, s'il vous plaît ? Pardon, il s'agit de travaux d'études, de désamiantage d'études qui ont été réalisés au moment des premiers travaux qui étaient nécessaires. En gros, on s'est rendu compte très rapidement qu'il y avait de l'amiante et il a fallu faire ces études avant de commencer les travaux. Ça s'est passé vers le mois de novembre-décembre de l'année dernière. Et dans le même genre de questions, nous aimerions savoir les études concernant l'ASMEL pour un montant de 20 500 €, considérant que l'ASMEL est bientôt terminée. Pourrions-nous savoir de quoi il s'agit ? Il s'agit de restes à réaliser. Donc nous avons un montant total d'études. Thierry, vous pouvez nous dire le montant total des études pour l'ASMEL ? Non. Pour quelle raison est-ce qu'il reste une somme pour 2022 ? D'accord, donc frais d'architecte suivi du chantier pour l'ASMEL. Autre question ? Pas d'autres questions ? Maître Chichmanian, vous voulez faire procéder au vote ? Alors, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Merci beaucoup. Nous passons au budget suivant, puisque nous avons 3 budgets à examiner. Toujours Maître Chichmanian. Merci, Monsieur le maire. C'est l'annexe numéro 7 qui vous a été remis. Et la vue d'ensemble est la suivante. En section d'exploitation, 2 241 000 et en section d'investissement, 883 000. Ce budget fait suite au débat d'orientation budgétaire et au vote du compte administratif. Il reprend le résultat de clôture 2021, c'est-à-dire l'excédent de 1 624 645 et les restes à réaliser en section d'investissement et affectation des résultats. En section d'exploitation, donc 2 241 000, les dépenses d'exploitation comprennent notamment l'ensemble des charges à caractère général et contrats de maintenance des différents parkings, les remboursements des salaires et charges des agents travaillant au parking, 352 000 €, les autres charges de gestion courante, les charges exceptionnelles à intervenir dans l'année, les dotations aux amortissements, le virement de la section d'exploitation à la section d'investissement, 741 115,37. Les recettes d'exploitation comprennent les ventes de produits et services, 5 000 €, le produit de redevance des différents parkings, 610 000 €, les produits exceptionnels, l'excédent de clôture reporté, 1 624 645,09 €, qui est l'excédent qui a été voté au compte administratif 2021. Pour la section d'investissement, elle est d'un montant de 883 000 €. Les dépenses sont les suivantes. Dépenses imprévues, 30 000. Les immobilisations incorporelles, soit les frais d'études concernant le plan d'aménagement d'ensemble du parking des Marinières, 250 000 €. Les immobilisations corporelles pour un montant de 265 000 € sont les autres aménagements et terrains,
le matériel et transport, et ce sont les caisses automatiques qui sont vétustes, le mobilier, les autres immobilisations, auxquelles il convient d'ajouter les restes à réaliser. Les immobilisations en cours sont donc 296 115,37 pour l'aménagement et les agencements de terrain. Le déficit d'investissement de clôture est de 18 005,78 €. Les recettes d'investissement s'équilibrent à 883 000 € et sont les excédents de fonctionnement capitalisés, le virement de la section d'exploitation, les dotations aux amortissements. Y a-t-il des questions? Il semble qu'il n'y ait pas de questions sur le questions. budget sur le budget des parkings. Je me permets juste, Maître Chichemanian, de vous signaler l'excellente santé financière de la commune. Puisque à la fin de l'année 2021, je vois José qui sourit, nous avons un excédent sur le budget principal de 2,6 millions et un excédent sur le budget annexe des parkings de 1,6 million. Donc je voulais remercier tous les gens qui travaillent pour la commune et en particulier Thierry Comte, grâce à qui nous avons une note de 17 sur 20, alors qu'il y a quelques années, nous étions à 11 sur 20. Voilà, c'est une excellente chose. En particulier, ce budget annexe des parkings que nous avons remis dans le giron communal en 2016, alors qu'il était géré par la Société publique locale Villefranchoise, et qui nous permet notamment, Maître Chichemanian, d'abonder le budget principal à hauteur de 640 000 €, hein, ce qui nous permet d'être encore plus à l'aise, grâce à une opération exceptionnelle, Monsieur Comte, l'opération de la SMEL. Voilà, s'il n'y a pas de questions, Maître Chichemanian, vous voulez... Oui, Monsieur Le Deux. Une seule année, cette année. Une seule année. Eh ben, c'est l'excellente santé financière. Oui, mais non, mais Monsieur Le Deux, si vous voulez, pour vous aider, parce que je vais vous dire, j'ai eu du mal à comprendre un budget communal. Mais je vous assure. Hein. Eh ben, il faut et donc j'y ai mis toute mon intelligence pour comprendre le budget communal. Et donc moi, je vous suggère de venir faire un petit stage chez Monsieur Thierry Comte et vous allez comprendre. En fait, quand on est excédentaire, c'est vachement bien. Et quand on est déficitaire, c'est pas bien du tout. Et si chaque année, on est déficitaire pendant plein d'années, à la fin, on a 15 millions d'euros de dette, vous voyez. Alors que si on est excédentaire, on peut investir beaucoup sans faire trop d'emprunts. Alors des fois, on est excédentaire, mais il manque un peu d'argent pour arriver à faire tous les projets, donc on emprunte un peu. Donc le tout, c'est de trouver un bon équilibre, d'avoir une dette raisonnable et d'essayer d'être excédentaire chaque année, donc d'avoir plus de recettes que de dépenses. Et grâce au différentiel, c'est notre capacité d'autofinancement, la CAF, vous voyez. Grâce à ce différentiel, on peut investir sans emprunter. C'est l'idéal. Pour autant, il ne faut pas se priver d'emprunter quand les taux sont assez faibles. Vous avez remarqué qu'il y a de l'inflation là qui revient et donc les taux ils commencent à remonter. Donc là, dans les années qui viennent, il va falloir faire un petit peu attention. Mais voilà. Vous savez, j'ai juste posé une question, Monsieur le maire. Je comprends que vous essayez de me répondre avec beaucoup de précision, et pour autant, ces mécanismes-là, je vous rassure, je les connais. Ah, très bien. Mais je vous remercie de me conseiller d'aller voir Monsieur. Vous avez fait des études sur d'économie? Oui, tout à fait, c'est ça. C'est bien. Ouais, de gestion. Mais on remercie de vos remarques qui sont encore une fois très agréables à entendre. Merci beaucoup. Maître Chichemanian, je vous en prie. On a voté? Non. Ah ben oui, il faut voter. Donc qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci beaucoup. Nous passons au budget annexe des mouillages, qui est un nouveau budget. Oui. Maître Chichemanian. Donc là, on n'a pas d'excédent, puisqu'il n'y a pas d'antériorité et que c'est le premier budget que nous présentons après le débat d'orientation budgétaire de la dernière fois d'ailleurs. Donc ce budget, c'est l'annexe numéro 8. Et le budget primitif prévisionnel se décompose ainsi. En section d'exploitation, 200 000 €.
Les dépenses d'exploitation comprennent notamment l'ensemble des charges à caractère général et contrats de maintenance, 53 000 €, les remboursements des salaires et charges des agents travaillant au mouillage, 83 000 €, les autres charges de gestion courante, les charges exceptionnelles à intervenir dans l'année, 1 000 €, les dotations aux amortissements, 36 000 €, les dépenses imprévues, 7 000 €. Les recettes d'exploitation comprennent les ventes de produits et services, 80 000 €, et les produits exceptionnels, 120 000 €. C'est la subvention de la commune. En section d'investissement, 136 000 €. Les dépenses sont le remboursement des dettes en 20 ans sans intérêt, 5 000 €. Les immobilisations incorporelles, soit l'acquisition de logiciels de gestion des emplacements, 10 000 €. Les immobilisations corporelles pour un montant de 60 000 €, le matériel de transport, le matériel de bureau et informatique et le mobilier. Les immobilisations en cours, soit les installations matérielles et outillages, pour 61 000 €. Les recettes d'investissement comprennent et s'équilibrent à 136 000 €. Autres dettes, dotation initiale de la commune, 100 000 €, et les dotations aux amortissements, 36 000 €. Y a-t-il des questions? Madame Beuil. Donc, il ressort bien de ce budget primitif une subvention exceptionnelle de 120 000 € de la commune, au lieu de 4 000 € annoncés dans le Nice Matin du 29 novembre 2021. En tout état de cause, ce budget primitif laisse apparaître cette subvention d'équilibre de 120 000 €, ce qui est considéré, du moins par nous, comme n'étant pas un montant raisonnable si on le compare aux 200 000 € de fonctionnement annuel. Ceci étant, le Code général des collectivités territoriales, modifié par la loi du 21 février 2022, ne permet pas d'agir ainsi. L'article 1 stipule que les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par la commune, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. L'article suivant, lui, effectivement prévoit des dérogations, notamment dans son deuxième alinéa, que lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs. L'interdiction prévue au premier alinéa n'est dans ces cas-là pas applicable. A priori, nous sommes dans ce cas-là. Cependant, la décision dans ces cas-là du conseil municipal fait l'objet à peine de nullité d'une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul, les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune, ainsi que le ou les exercices auxquels elle se rapporte. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement, ce qui est le cas dans le budget précité aujourd'hui. Pour cette raison, nous vous demandons, Monsieur le maire, et nous pensons qu'il serait souhaitable de reporter cette décision au prochain conseil municipal et de présenter une délibération motivée. Merci. Bon, je vous répondrai, si je puis me permettre. Je crois que vous avez un demi-train de retard parce que cette discussion, on aurait peut-être dû l'avoir au débat d'orientation budgétaire qui a eu lieu la dernière fois et on n'a pas posé ce genre de questions. Voilà. Alors, deuxièmement, on n'a pas l'intention, c'est un budget prévisionnel, hein, on n'a pas l'intention de présenter en fin de course un budget déficitaire ou contraire à la loi. C'est tout ce que je peux dire dans les médias. Donc, moi, je vous propose de voter. Loin s'en faut, Madame Chichmanian, de dire que le budget va être hors la loi. C'est justement dans un but de couper court à toute discussion qui, voilà, qui pollue le projet dont nous voulons effectivement voir l'aboutissement. Vous savez qu'en termes écologiques, nous sommes complètement d'accord avec vous. Ouais, non, il n'y a rien qui pollue le projet, Madame Beuil. Rien. Au
contraire, c'est un projet qui permet de dépolluer, vous voyez. Voilà. C'est un projet environnemental. Le projet, il ne pollue pas. C'est ce que vous dites, qui pollue pour rien, ce projet. Je ne sais pas qui vous a dit de dire ça, mais c'est totalement hors de propos. Je vous le dis. D'ailleurs, vous avez eu des difficultés à le dire, et je crois comprendre pourquoi. Bon, moi, je ne vous en veux pas. Nous allons voter ce budget, bien évidemment. Vous ferez un recours auprès des services de la préfecture. Hein. Si vous pensez que cette délibération est entachée d'illégalité, il faut le signaler au préfet. Il n'y a aucun problème avec ça. Vous savez, en préfecture, il y a un service qui s'appelle le contrôle de la légalité. Toutes les délibérations sont contrôlées pour voir si elles sont légales ou si elles ne sont pas. Mais rien ne pollue ce projet. Ce projet, il va très bien. Les bouées, elles sont installées. On a plein de demandes. Donc maintenant, vous direz ce que vous voulez, mais je pense que votre remarque est sans objet. Maître Bézina. Oui, je voudrais dire un petit mot. Je ne sais pas moi qui a préparé cette note, peu importe. Vous avez fait référence à une jurisprudence qui date des années 52, qui est la jurisprudence du Conseil d'État, qui s'appelle Bagdeloka, vous voyez, le nom est important, sur les services publics, industriels et commerciaux, les SPIC. Ce que nous les juristes on appelle les SPIC, c'est pour les différencier des services publics administratifs. Le SPIC fait donc, sous l'égide publique, fait une activité industrielle et commerciale, ce qui est le cas en l'espèce. Ce que veut dire cette jurisprudence à l'époque, c'est que les SPIC, dans une vision d'une prospective comptable et surtout d'une prévision comptable, ne doivent pas être déficitaires dans leur activité, sauf à ce qu'une délibération spéciale vienne le préciser. Mais ce n'est pas du tout le cas en l'espèce. L'attribution qui est faite au départ pour permettre à la création de ce SPIC, de ce service public industriel et commercial, qui est la gestion des SMEL de la ville de Villefranche, bénéficie d'une dotation dès le départ, mais qui ne met pas en danger le fonctionnement et l'équilibre budgétaire du SPIC. Donc, à mon avis, tout très humble, vous êtes à côté du raisonnement. Voilà. Alors, je vous propose de voter. Qui vote contre? Qui s'abstient? Non, mais l'opposition doit voter contre, hein, si j'ai bien compris. Oui. Vous votez contre. L'opposition vote contre. Abstention. Qui vote pour? Merci beaucoup. Nous passons au point suivant. Il s'agit du budget annexe des mouillages, toujours, et de la fixation des durées d'amortissement des immobilisations. Maître Chichmanian. Oui, merci, monsieur le maire. Le budget annexe des mouillages est régi par les dispositions de l'instruction comptable M4 et il convient donc de définir les modalités d'amortissement pour ce budget créé par délibération du 8 février 2022. Cette instruction budgétaire précise les obligations en matière d'amortissement et permet aux collectivités d'en fixer librement les durées tout en respectant les limites fixées pour chaque catégorie d'immobilisation. Alors d'abord, la date d'exécution, il est proposé d'appliquer pour les acquisitions à compter du 1er janvier 2022 les durées d'amortissement figurant sur le tableau qui est l'annexe 9. Donc vous avez vu que c'était de 2 ans à 50 ans, sauf que 50 ans, ce sont les bâtiments. Et ensuite, c'est très bien et très explicitement fixé pendant ce délai. Les conditions d'amortissement sont les suivantes. L'amortissement sera linéaire et il sera fait application du prorata temporis sur les amortissements qui débuteront à la date précise de l'acquisition. L'amortissement sera calculé à partir de la date de mise en service du bien. Donc, il est demandé au Conseil d'adopter les durées d'amortissement jointes en annexe de l'ordre du jour relative au budget annexe des mouillages. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Beuil. J'aurais voulu que vous m'informiez ou que vous m'apportiez un éclaircissement au niveau de l'amortissement de l'installation de la SMEL. Si j'ai bien compris, elle est considérée être de 36 000 € par an. Sachant que l'investissement initial est de 931 811 €, ça veut dire que l'amortissement aura lieu au bout de 26 ans. Il me semblait avoir lu sur l'arrêté intrapréfectoral que l'AOT nous était délivré pour 15 ans.
C'est vrai, nous avons une AOT pour une durée de 15 ans. C'est un arrêté interpréfectoral. Donc c'est le préfet des Alpes-Maritimes et le préfet maritime de région qui nous a accordé une AOT pour 15 ans, tout à fait. Alors comment expliquer que l'on fasse un amortissement sur 26 ans? Parce que c'est ce qu'on a considéré le mieux pour les finances de la commune, d'une. Et de deux, c'est que nous ne doutons absolument pas que cette AOT sera prolongée. Et donc il ne faut pas vous faire de soucis pour ça. Non, je ne me fais pas de soucis, Non, monsieur le mais maire. je vous assure, ne vous faites pas de soucis, tout ira très bien dans la rade. Mais justement, j'aimerais pouvoir ajouter, ceci étant, il n'est pas prévu dans les dépenses de remplacement du matériel. A priori, lui aussi devrait avoir une durée de vie de 15 ans. Donc dans ces cas-là, si on prévoit sur 26 ans, pourquoi ne pas le budgétiser aussi? Oui, il est possible qu'à un moment donné, nous soyons obligés de remplacer du matériel. Vous avez tout à fait raison. Et nous le ferons petit à petit. Cette SMEL, c'est en effet un investissement sur l'avenir. Vous voyez, les considérations financières ne doivent pas nous empêcher de protéger l'environnement. Et pour autant, je ne doute pas, et je l'ai dit, mais je ne sais pas pourquoi vous me rappelez toujours cet article de Nice Matin du 29 novembre 2021. Vérifiez vos archives, je n'ai répondu à aucune interview le 29 novembre 2021 et je n'ai jamais parlé de 4 000 € à équilibrer, mais jamais, je ne sais pas. On pourra le voir ensemble si vous voulez. J'ai dit, et c'est la loi, qu'un déficit raisonnable pouvait être comblé par la mairie. Alors, Maître Bézina vous a bien montré que ce n'était pas le problème de la délibération précédente. En ce qui concerne l'amortissement, il a été fixé à 30 ans, c'est bien ça Thierry ? 30 ans ou 26 ? 30 ans. 30 ans. Et effectivement, notre AOT est pour 15 ans, et je ne doute pas qu'elle sera prorogée pour nos successeurs. Donc, nous allons procéder au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci beaucoup, Maître Chimanian, pour votre travail éminent. Nous passons au point suivant. Il s'agit d'un contrat de co-réalisation pour l'édition 2022 de l'ACREM Festival. Madame Monica Logier, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Depuis 2019, la commune de Villefranche-sur-Mer co-organise avec l'association l'ACREM Festival, le festival éponyme de musique et d'art de vivre. Cet événement a rassemblé près de 5000 festivaliers par édition et généré de fortes retombées médiatiques et économiques pour notre collectivité. Nous programmons la 3e édition sur 3 jours, du vendredi 24 au dimanche 26 juin 2022, avec pour concept l'alliance de concerts live, activités culturelles et sportives, découverte du patrimoine et de la gastronomie locale, associée à un volet environnemental au travers de la gestion des déchets et de l'impact du festival. Dans la perspective de l'organisation de cet événement, la commune et les organisateurs ont envisagé un partenariat qui prendrait la forme d'un contrat de co-réalisation dont le projet était annexé à votre ordre du jour, et je vous rappelle les principales dispositions de ce contrat. Mise à disposition de la citadelle de Villefranche-sur-Mer, avec une jauge de 1300 personnes au théâtre de Verdure et Jardin. Le montage, donc le mardi 21 juin au vendredi 24 au matin. L'ACREM Festival le vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 juin. Le démontage lundi 27 et mardi 28 juin. Le matériel prévisionnel, la mise à disposition de 80 barrières Vauban, 3 barnums 3x3, 11 tables en bois et 9 tables époxy, 60 chaises, consommables entretien et mise à disposition de grandes et petites plantes et de transpalettes. En communication, un affichage ligne 1 du tramway et 3 bâches entrée de ville. Stationnement, parking sous le stade du mardi 21 au mardi 28 juin, parking sous le pont-levis du vendredi 24 au dimanche 26 juin. Pour le personnel, patrouille et surveillance police municipale, le nettoyage, le personnel de la mairie et permanence astreinte électrique, le personnel de la mairie. Pour la sécurité, charge de sécurité répartie pour moitié entre les parties.
Engagement de l'association La Crème Festival, qui est l'organisateur. Pardon, j'ai oublié une phrase. La contribution de la commune dans le cadre de cette collaboration est donc estimée en prévisionnel à 30 708 €. Donc maintenant, aux engagements de l'organisateur, production de l'événement La Crème Festival entièrement monté et responsabilité artistique de la représentation, prise en charge des frais liés à la production du spectacle manifestation, cachet, transport, frais techniques, communication, déclaration de son personnel, fourniture du personnel régie audiovisuel et du matériel nécessaire à la bonne réalisation de l'événement, en complément du personnel et du matériel mis à disposition, règlement de droits d'auteur, SACEM ou autres droits d'auteur, et taxes fiscales et parafiscales afférentes au concert, TVA ou autres. La prise en charge de la billetterie au tarif suivant, tarif jour Early Birds 25 €, tarif copain 25, Cool Price 30, tarif régular 35, VIP salon 75. Le pass de 3 jours, Early Birds 55, tarif copain 55, Cool Price 70 €, tarif régular 90. Versement d'une caution d'un montant de 1 000 €. Conditions financières, les dépenses prévisionnelles de la manifestation à la charge des co-contractants s'élèvent à 303 808 € en prévisionnel. La commune co-réalisateur contribuera à concurrence de 30 708 € et l'association organisateur à concurrence de 273 100 €. Le partage des recettes de la billetterie se fera de la manière suivante: 90% au profit de l'organisateur et 10% au profit du co-réalisateur. Je vous demande de vous prononcer pour décider la conclusion d'un contrat de co-réalisation avec l'association La Crème Festival pour l'organisation de ce festival le vendredi 24 au dimanche 26 juin 2022, selon les dispositions figurant au contrat dont le projet est annexé à l'ordre du jour, et autoriser à Monsieur le maire à signer le dit contrat. Y a-t-il des questions? Non. Donc, y a-t-il des personnes? Oui, je voudrais faire une remarque, Monica, pour vous expliquer juste le principe. On participe essentiellement par la mise à disposition des espaces de personnel et de matériel à hauteur de 30 000 €. L'association qui organise participe à hauteur de 270 000 €, donc la commune participe à hauteur de 10%. L'organisateur à hauteur de 90%, et c'est comme ça que se font les partages de recettes de la billetterie, 90% pour l'organisateur et 10% pour le co-réalisateur, c'est-à-dire la commune. Merci Monsieur le maire pour la précision. Y a-t-il des personnes contre qui s'abstiennent? Merci pour l'unanimité. Il faut dire qui est pour après. Oui. Voilà. Alors, les informations du Conseil sur les décisions prises par délégation, Maître Bézina. C'est une délibération habituelle, vous la connaissez maintenant. Par délibération du 4 juin 2020, c'est-à-dire au début de la mandature, le conseil municipal délègue à monsieur le maire un certain nombre d'attributions limitativement énumérées par la loi et dans le cadre municipal. Conformément à l'article L 2122-23 du CGCT, nous devons rendre compte devant le conseil municipal. Vous avez le tout en votre annexe 11 qui était jointe à l'ordre du jour. Les décisions prises par le maire depuis le 15 novembre 2021 en matière de marché public figurent dans le tableau qui est joint. Y a-t-il des questions? Pas de questions, il n'y a pas de vote, c'était une information. Merci à tous. Merci Maître Bézina. Au mois d'avril, nous avons donc jusqu'au dimanche 24 l'exposition d'André Marzuc. Nous avons une belle exposition de Guillaume Néry qui est en cours jusqu'au 2 mai. Le 5 avril, nous aurons l'UVIA, Isée, un grand lieu de culte shinto. Le dimanche 10 avril, il y a le premier tour des élections présidentielles. J'appelle tous les Villefranchois à venir voter en masse entre 8h et 20h dans tous les bureaux de vote habituels. Le 16 avril, un spectacle Citadel Arte et Import-Export. Le 21 avril, conférence des sciences pour tous, l'aromathérapie du mythe à la réalité. Vendredi 22 avril, à 9h30, au Monument aux Morts, la cérémonie commémorative de la déportation. Dimanche 24 avril, le deuxième tour des élections présidentielles. Mardi 26 avril, l'UVIA, Edmond, Sarah et l'Aiglon. Et samedi 30 avril,
Nous aurons très probablement, c'est encore sous réserve, mais très probablement un spectacle pour l'Ukraine tout l'après-midi au Théâtre de Verdure de la citadelle de Villefranche-sur-Mer. Je vous remercie pour cette séance, de votre présence et de votre attention. Une belle soirée. Merci beaucoup.